Aujourd'hui, on vous présente le costume des sœurs de la congrégation de Notre-Dame de Montréal en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. Alors Audrey est notre invitée spéciale parce que c'est pour elle, en 2008, je pense, pour qui j'ai fait ce travail de recherche. J'ai eu la collaboration de la forteresse de Louisbourg, la maison Saint-Gabriel, le musée McCord, la maison mère aussi, là, le musée Marguerite Bourgeois. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les références parce que c'est pas nécessairement disponible en ligne. Donc, c'est vraiment des recherches privées qui m'ont été permises pour réaliser cet uniforme. C'est un uniforme que Marguerite Bourgeois a créé en s'inspirant des modes de son époque dans les années tout début 1700 parce qu'elle est décédée en 1701, si ma mémoire est bonne. C'est juste avant son décès. Juste avant son décès. Donc, merci Audrey d'accepter de venir nous présenter ça. C'est vraiment unique. Si tu permets, je vais te poser quelques questions pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi tu as voulu faire ce personnage-là. Alors Audrey, on s'entend que tu es une reconstitutrice de longue date, là. Ça doit faire comme genre 30 ans que tu fais de la reconstitution. Ouais. Faire Sœur Saint-Antoine, comment c'est venu exactement, en quelques mots? Ben, c'est intéressant, je voulais un défi nouveau, puis je voulais faire un personnage qu'on ne voit pas souvent, un petit peu inédit. On voit souvent des gens qui appartiennent à différents ordres, c'est-à-dire, on peut penser aux gens de la haute société ou encore aux paysans, mais rarement on voit une représentation des religieux, encore moins les religieuses, et pourtant elles étaient très présentes en Nouvelle-France. Oui, parce que les sœurs de la congrégation Notre-Dame, en fait, c'est eux autres qui ont fondé beaucoup d'écoles ici. Exact, il faut se rappeler que c'était la seule congrégation qui n'était pas cloîtrée, c'est-à-dire c'était des sœurs, comme je dis toujours en blague, tout terrain. Alors on les retrouvait partout en Nouvelle-France, autant dans la rue que dans évidemment, leurs institutions. Pour interpréter Sœur Saint-Antoine, oui, je t'ai fait un super costume, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour être capable justement d'aller au-delà de juste porter un costume? C'était un gros défi pour moi sur plusieurs plans. Premièrement, c'est un costume qui demande d'interpréter un personnage qui a des caractéristiques très particulières. Par exemple, on doit suivre les préceptes de notre congrégation. Par exemple, on ne peut pas parler pour rien dire, on ne peut pas rire inutilement, on ne peut pas parler contre son prochain, il faut garder des périodes de silence, des périodes de réflexion. Et c'est très loin de ma personnalité. Les gens qui me connaissent voient d'habitude, je suis assez extravertie, alors c'était très difficile pour moi d'apprendre à suivre ces préceptes. Donc, ça a été la première difficulté. Aussi, non seulement il faut se comporter de la bonne façon, mais il faut faire le bon travail. On sait que les sœurs étaient des religieuses enseignantes et il a fallu que je fasse de nombreuses recherches pour retrouver qu'est-ce qu'elles faisaient dans leur quotidien. Entre autres, je suis tombée sur un bijou qui était le guide de comment entretenir et s'occuper d'une école tous les jours. Ce n'est pas fait par la congrégation, mais par une congrégation d'hommes de la même époque. Et là, on a vraiment le détail du quotidien. Et avec ce petit bijou, j'ai pu comprendre qu'est-ce que je devais faire à tous les jours avec mes élèves. Fantastique. Et on sait que ce livre-là, il aurait pu être utilisé par les sœurs de la congrégation. Absolument, parce qu'on le retrouve même en Nouvelle-France. Alors, il y a des bonnes chances qu'effectivement, ces sœurs-là s'en soient inspirées d'une façon ou d'une autre. Pour débuter, on a une chemise qui est exactement le même modèle que chez les gens du commun, excepté qu'elle est préférablement en lin grège pour plus d'humilité, c'est-à-dire donc le tissu n'a pas été blanchi. Sur les jambes, on a des bas de laine avec des jarretières, bas de laine qui peuvent être la couleur naturelle du mouton, donc on parle de blanc, de gris, de brun et ses variantes. Dans les pieds, chaussures de cuir noir, vraiment très ordinaire, souliers à boucles, qui était le soulier standard à l'époque. Sur la tête, on a un petit bonnet que la religieuse va vraiment garder en tout temps. Donc, c'est vraiment une question de décence. Ici, on a le corps demi-baleine, un corset si on veut. Donc ça surprend parce qu'on se dit qu'est-ce qu'une religieuse va faire avec un corset. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le corset ou le corps baleiné n'est pas considéré comme étant sexy. C'est un soutien-gorge, tout simplement. Et au contraire, une femme qui n'en porterait pas ou qui serait pas assez bien soutenue serait considérée comme relâchée, vulgaire et mal mise, toutes des choses qu'on veut vraiment pas pour une religieuse.
Alors, on a donc un corps demi-baleine en lin grège, donc qui est vraiment très humble et qui est lacé au devant. Voilà. Les prochains vêtements font encore partie du dessous. Alors, on a bien sûr, pour amoindrir le décolleté, une guimpe. On a ensuite un jupon en laine brune. On a bien sûr une paire de poches, ici en lin, et une paire de manches en laine. De résistance, c'est bien sûr la robe qui est basée sur le modèle de base des robes à l'époque, c'est-à-dire les fameuses robes avec des plis. Donc on reconnaît vraiment bien les plis des robes des années 1750 au dos, et ces fameux plis-là au cours du 19e siècle et du 20e siècle vont progressivement disparaître pour vraiment devenir tout petits. Au devant, la robe est simplement fermée avec une agrafe et il y a une fente, donc elle s'enfile vraiment par-dessus la tête. On a des manches très longues qui peuvent être là, repliées selon les besoins des travaux qu'on a à faire. Et l'intérieur est doublé en lin ou en coton noir. La robe, elle est confectionnée en serge de laine noire, donc qui est aussi un tissu là, vraiment là, très humble, très courant à l'époque. Une autre pièce importante du costume, c'est la ceinture. Même Marguerite Bourgeoys fait mention de son importance. À la ceinture, qu'est-ce qu'on a, Audrey? C'est un disonnier. Reproduction de la forteresse de Louisbourg, je pense? Exact. Autre petite mention, sur les côtés, on a bien sûr les ouvertures qui permettent d'avoir accès aux poches qu'on vous a présentées tout à l'heure. Les deux prochains éléments sont des éléments très communs dans la garde-robe des habitantes de l'époque où Marguerite Bourgeoys a créé son uniforme. On parle du mouchoir de cou, qui est vraiment porté là, à la mode de la fin du 17e siècle, et la cornette, qui était vraiment là, un couvre-chef très courant. La différence, c'est que les habitantes portaient soit les pans pendants ou attachés, relevés sur la tête. Les religieuses, ce qu'elles vont faire? Venir attacher les pans sous le menton, comme ça. Un autre élément important de tout ce qui constitue la fameuse coiffe des religieuses de la congrégation Notre-Dame, c'est un tout petit détail. Alors, si vous regardez ici, on est venu ajouter une petite bande de lin qui va faire le tour et qui va venir serrer les pans de la cornette et qui va pouvoir contribuer à aller créer le fameux petit pic si caractéristique de ces religieuses. Donc, l'image qu'on en a, très structurée, très empesée, ça n'existe pas encore en 1750. Ça va vraiment arriver là, avec la folie de l'empesage au courant du 19e siècle, mais néanmoins, la forme globale, là, on la reconnaît. Une autre pièce de la coiffure, c'est ce petit bonnet qui sort tout droit du 17e siècle. Donc, il vient vraiment cacher toute la structure, tout le dessous de la coiffe. Et la religieuse peut, dans des circonstances informelles ou quotidiennes, simplement rester coiffée comme ça. Et bien sûr, la petite bande a aussi une autre utilité, c'est-à-dire qu'elle peut servir à venir épingler plus solidement ce petit bonnet sur la tête. La touche finale, c'est bien sûr la grande coiffe à la Miramione. On ne peut plus se tromper, on est devant une sœur de la congrégation Notre-Dame. Enfin, presque. Il manque un élément très important. Alors, la dernière pièce, elle est vraiment très symbolique, très importante, non seulement à l'époque, mais aussi pour Audrey.
Parce que pour elle, cette représentation-là est vraiment aussi une démarche là, au-delà de juste porter un costume. Donc, c'est une reproduction des croix des sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Et Audrey, si je sais bien, tu as eu l'accord des sœurs pour... Oui, absolument. C'était très important d'avoir leur autorisation pour pouvoir le porter en bas du fond. Merveilleux. Alors à toi, pour finaliser le... Donc, vous avez ici une reproduction quasi à l'identique de ce qu'une sœur de la congrégation Notre-Dame, des sœurs enseignantes, pouvait avoir l'air dans la colonie de Canada en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. Alors, les gens ne s'attendent pas à ce que le costume, en dessous de ce qu'on voit, soit aussi complexe. C'est ce qui en fait quelque part sa valeur, son authenticité. Mais pour toi, là, on le voit pas, mais je sais que tu sens toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça t'a amené au niveau de la reconstitution et de l'interprétation de Saint-Antoine? C'est sûr que c'est un costume très contraignant, mais ça amène beaucoup de richesse parce que ça nous force à chaque mouvement, à chaque moment, à être dans notre personnage. Veux pas, le costume est très lourd, il en pèse le long de la taille, il est très chaud, je dois l'admettre, vous avez vu le nombre de couches. Également, ce que je n'avais pas pris en considération du tout et qui m'a surprise, c'est qu'on ne voit pas très bien, on a comme un cheval, on a des côtés ici, donc on est toujours en train de se pencher pour bien voir. Et également, j'entends pas très bien parce que les nombreux tissus ici près de mon oreille frottent ensemble, ce qui fait que je suis également un peu sourde. Alors, ça prend une certaine habitude. Mais ça amène aussi, on comprend, les religieuses qui doivent être, c'est quelque chose de très interne à soi. C'est tout le lien aussi avec la spiritualité qui est un peu là-dedans. Là. Quand tu es vraiment en toi, veux pas, si on comprend le lien avec la religion, ben ça... On comprend peut-être un peu mieux pourquoi c'était ce genre d'uniforme et pas d'autres. Exact, on comprend les avantages de l'uniforme. Aussi, d'ailleurs, quand on sort dehors et qu'on travaille, c'est un uniforme vraiment multi-usage qu'on pouvait adapter à ce qu'on faisait, dépendamment de si on travaillait au jardin avec les enfants ou même si on était en voyage. Parce qu'on se rappelle que ces sœurs-là étaient souvent en déplacement. Costume vraiment adapté, un uniforme parfait pour notre travail, même s'il est un peu chaud. Audrey, un immense merci d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler non seulement de ton expérience, mais aussi de partager ton costume avec nous. Merci de l'invitation et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de porter cette belle œuvre d'art que tu as faite.